Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Mickaël. On va bien sûr parler de ce rendez-vous tout à l'heure à Washington. Volodymyr Zelensky attendu par Donald Trump. Ce sera le premier rendez-vous aux alentours de 18h et puis suivi, ils seront rejoints par Emmanuel Macron et les dirigeants, notamment dirigeants européens. Emmanuel Macron qui a bien l'intention de défendre auprès de son homologue américain les intérêts de l'Ukraine et bien sûr de l'Europe. D'abord, Régis Le Sommier, un mot sur ce qui va se passer tout à l'heure. On a bien sûr tous en mémoire la dernière fois que Volodymyr Zelensky s'est retrouvé à la Maison-Blanche, s'est retrouvé dans le bureau ovale. On peut pas dire qu'il ait été accueilli de la meilleure des façons. C'est-à-dire que j'espère que vous, à la maison, quand vous recevez des invités, ça se passe pas comme ça. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout à l'heure, à 18h, ça va être la même, ou est-ce que Donald Trump va être un petit peu plus dans les rondeurs? Ce qui est pas ce qui lui ressemble d'habitude. C'est pas ce qui lui ressemble. Alors, il y a des choses qui vont dans le sens, ça va pas être la même chose parce que il y a beaucoup de discussions qui sont faites au téléphone. La question a été posée à Marco Rubio justement à propos de cette humiliation en direct qu'avait subi Volodymyr Zelensky. Et Marco Rubio a dit à partir du mois de février, depuis le mois de février, vous n'imaginez pas combien il y a eu de coups de fil et d'échanges. On en a eu des centaines, quoi. De ce sous-entendu, on n'est plus du tout dans la même configuration. Mais il y a deux choses qui vont être scrutées. D'abord, Volodymyr Zelensky va-t-il arriver en costume ou avec son habituel t-shirt? Oui, parce que ça lui avait été un peu reproché. Mais là, la Maison Blanche a demandé qu'il respecte le protocole et qu'il vienne habillé avec une veste. On l'a vu avec Madame von der Leyen avec une veste hier. Alors peut-être qu'elle lui a donné quelques conseils. Mais en tout cas, ça c'est une chose importante parce que de ce point de vue, Donald Trump avait insisté déjà la dernière fois. L'autre chose, et qui me paraît un peu inquiétante, c'est qu'on va retrouver apparemment la même configuration avec J.D. Vance qui devrait être dans le bureau ovale au moment où Donald Trump va parler à Volodymyr Zelensky. Donc la configuration qu'on avait eue la dernière fois, c'est-à-dire c'est J.D. Vance qui avait un peu mis le feu aux poudres en apostrophant le leader ukrainien et Donald Trump avait renchéri et ça avait été l'épisode qu'on a connu et voilà. Donc ça c'est les conditions. Maintenant, je le dis, il y a eu beaucoup de choses depuis. Il y a la photo, parce que je l'ai vu passer d'ailleurs. Il y a eu la photo de la réconciliation, souvenez-vous, lors des funérailles du pape François à Saint-Pierre de Rome. L'aparté, etc. Le fait que Donald Trump ensuite ait plutôt donné l'impression de prendre en considération l'Ukraine, de la protéger et d'avoir un discours plus offensif vis-à-vis de Vladimir Poutine. Là, le discours plus offensif vis-à-vis de Vladimir Poutine, visiblement, il n'y est pas, puisque Donald Trump s'est aligné sur beaucoup de points chers à Poutine, notamment le règlement global. Vous savez, Vladimir Poutine et les Russes ont toujours dit sur la question de l'Ukraine, tant que les causes de la guerre en Ukraine ne seront pas traitées, il n'y aura pas de paix. Volodymyr Zelensky voulait un cessez-le-feu, on comprend, l'armée ukrainienne est aujourd'hui dans pas mal de secteurs du front aux abois et elle connaît beaucoup de problèmes de recrutement, elle a besoin de souffler, donc le cessez-le-feu était important pour les Ukrainiens, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Le règlement global, c'est ce que voulait Poutine et apparemment c'est ce que Trump propose. Ensuite, il y a la question de l'échange territorial. Volodymyr Zelensky a dit c'est impossible, la constitution ukrainienne me l'interdit et Donald Trump semble aller vers l'idée que, là il l'a écrit, on reviendra pas sur la Crimée, mais il pourrait y avoir un arrangement entre on donne le Donbass à Poutine et du coup il n'a pas d'ambition pour récupérer la totalité de l'oblast de Zaporijjia et de Kherson au sud. Donc ça c'est du point de vue russe. Maintenant, la vraie question, et c'est là où ça semble progresser, c'est sur la question de ce qu'on appelle les garanties de sécurité. Et les garanties de sécurité, c'est quoi? Ça veut dire que, globalement, s'il y a une paix demain, est-ce que l'Ukraine verra garanti le fait que la Russie n'attaquera pas à nouveau? Et les garanties de sécurité pourraient en gros prêter d'une certaine façon, faire une forme d'article 5. Vous savez, l'article 5 qui régit l'OTAN, qui veut que quand un des membres de l'OTAN est attaqué, les autres interviennent. Eh bien, l'Ukraine bénéficierait, sans rentrer dans l'OTAN, puisque évidemment c'est un casus belli pour les Russes, eh bien, bénéficierait de suffisamment de garanties de sécurité. Ça, c'est ce qu'il faut faire accepter à Poutine. Et la question territoriale pour Zelensky. Donc, ça va être quelque chose d'assez... voilà. Maintenant, on va voir le ton, mais je pense que ça ne sera pas la même chose que la dernière fois. C'était le 28 février, la dernière fois. 28 février. Cette rencontre à la Maison Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky.
ça avait l'air au départ de commencer pas trop mal, et puis très vite ça s'est enflammé, très vite les mots en tous les cas ont volé. Je vous propose d'écouter un petit extrait de ce qui s'est passé en février dernier, et puis on en parle ensemble avec Elliot Maman. Vous devez être reconnaissant. Je suis reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Vous vous êtes enlisé là-bas, votre peuple meurt, vous n'avez pas assez de soldats. Oui, mais quand Oui, bon, écoutez, vous manquez de soldats. Mais vous nous dites, je ne veux pas de cessez-le-feu, je veux y aller, et je veux ceci. Bon, écoutez, je vous le dis, si un cessez-le-feu était possible immédiatement, je vous recommanderais de l'accepter, afin que les tirs cessent et que vos hommes ne soient plus tués. Bien sûr que nous souhaitons mettre fin à la guerre. Mais vous nous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Mais je vous ai dit que je souhaite un cessez-le-feu avec des garanties. Je veux un cessez-le-feu et vous pourriez avoir un cessez-le-feu plus rapidement qu'il y a un cessez-le-feu. Voilà, Volodymyr Zelensky, Donald Trump à la Maison-Blanche le 28 février dernier. Il n'y avait pas vraiment de discussion là, c'est-à-dire que Donald Trump parlait presque tout seul face au président ukrainien. Régis Le Sommier le disait, il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis. Il y a eu cette photo de la réconciliation à Saint-Pierre-de-Rome. Il semblerait que tout à l'heure les choses devraient être un peu différentes, Elliot Maman. Oui, c'est certain. Et d'ailleurs, il s'est passé une chose juste après cette altercation dans le bureau ovale qui d'ailleurs a beaucoup choqué les Américains. C'est que Volodymyr Zelensky ne s'est pas résigné. Au contraire, il s'est rendu sur Fox News comme cela a été prévu pour donner une interview à Bret Baier, qui est le deuxième journaliste le plus regardé de la chaîne. L'interview a fait plus de 6 millions de téléspectateurs, ce qui fait rêver la quasi-totalité des journalistes français. Et elle a véritablement convaincu l'électorat conservateur de Donald Trump, Fox News oblige, puisqu'il a été assez brillant pour remettre en place un certain nombre de réalités qui semblaient avoir été négligées par l'administration américaine au cours de ce rendez-vous dans le bureau ovale. Et il a surtout réussi à remettre une espèce de rhétorique qui rappelait que défendre l'Ukraine, c'était défendre une démocratie libérale dont les États-Unis entendaient être les avocats depuis le XVIIIe siècle. Et il y a eu une véritable bascule dans l'opinion américaine. Un sondage publié par CNN vendredi indiquait que 59% des Américains estimaient qu'ils ne faisaient pas suffisamment confiance à Donald Trump pour gérer les choses telles qu'il se devait sur ce dossier-là. Et par ailleurs, 50% des Américains estiment que les États-Unis ont un devoir moral d'aider l'Ukraine, et cette part est partagé entre démocrates et républicains, c'est-à-dire qu'il y a également la moitié de républicains qui estiment que les États-Unis doivent nécessairement aider l'Ukraine, et cette proportion a légèrement progressé dans l'électorat républicain depuis cette altercation fin février à la Maison-Blanche. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement la pression des dirigeants européens qui va convaincre Donald Trump d'agir différemment par rapport à Volodymyr Zelensky, il y a aussi la pression de son opinion publique et de des Américains. Absolument, et de ses républicains. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement le comportement qu'a eu Donald Trump lors de cet échange dans le bureau ovale de la Maison-Blanche l'a énormément desservi auprès de l'opinion publique américaine. Oui, je pense que c'est assez certain, et d'ailleurs ça entre aussi en contradiction avec l'un des éléments de langage qui a été celui de Donald Trump au cours de sa campagne. Il disait qu'il reprochait à Joe Biden d'avoir donné une image faible de la Maison-Blanche, mais en réalité, l'image erratique qui est sortie de la Maison-Blanche à la suite de ce rendez-vous avec Zelensky n'était pas exactement la démonstration de force et de cohérence que Donald Trump précisément regrettait de ne pas voir chez Joe Biden. Donc il y a aussi eu cette contradiction qui a été à l'œuvre. Et par ailleurs, on a vu au cours de ce rendez-vous avec Volodymyr Zelensky, il y avait en effet J.D. Vance qui a plutôt mené la fronde anti-Zelensky au cours de ce rendez-vous, mais à côté de J.D. Vance, il y avait le secrétaire d'État et futur président des États-Unis, Marco Rubio, qui lui s'est littéralement effondré sur son siège lorsqu'il a vu ce qui se passait. Marco Rubio, c'est un néoconservateur. Il estime que les États-Unis doivent défendre et exporter leur modèle démocratique par-delà ses frontières. Et c'est l'un des grands avocats au sein de l'administration Trump de l'idée selon laquelle les États-Unis doivent aider l'Ukraine. Et Marco Rubio a véritablement repris énormément d'influence depuis ce rendez-vous-là. Il est non seulement secrétaire d'État, il a été également nommé conseiller à la sécurité nationale. Il a beaucoup d'influence et il ne laissera de toute évidence pas Donald Trump se comporter ainsi à nouveau. Alors, pour revenir à l'organisation de tout à l'heure, il y a d'abord l'entretien entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Les Européens n'interviendront qu'après. C'est 18h visiblement, heure française. Heure française, la rencontre avec le président Zelensky. Et puis 21h, Emmanuel Macron et les dirigeants européens.
pourquoi est-ce que les dirigeants européens sont exclus du premier rendez-vous? Parce que finalement, ça correspond un petit peu à ce qu'a dit Donald Trump ces dernières heures, quand il dit dans un message, les Européens pourront un petit peu participer aux discussions. Mais non, mais les Européens n'étaient pas du tout invités au départ. Oui. C'est eux qui ont décidé de venir, en appui du président Zelensky, ce qui était prévu le lendemain des discussions entre Poutine et Trump en Alaska, c'était que Zelensky vienne à Washington. Voilà. Ensuite, après, les Européens... Mais on aurait pu imaginer que Donald Trump invite les Européens à se joindre. Il a même bien précisé hier que ça ne se ferait pas, qu'il n'y aurait pas les Européens et Zelensky en même temps, et qu'il y aurait d'abord Zelensky, et ensuite, écoutez, les Européens étant là, ça en dit long quand même sur la façon dont Donald Trump considère les Européens, la façon aussi dont le traitement de cette guerre et la façon dont Donald Trump essaye d'y mettre fin implique les Européens, c'est-à-dire in fine, c'est quand il faudra aller au portefeuille et soutenir l'Ukraine, là, les Européens auront un rôle, ça c'est comment Donald Trump leur a précisé, mais si vous voulez, ils ne font pas partie de l'équation. Cette simple rencontre, mais comment, avec un retentissement quand même planétaire, entre Poutine et Trump en Alaska, c'était l'affaire à l'autre bout de la planète, dans une terre qui est presque commune, ou qui est vraiment entre deux, entre Russie et Amérique, de façon à ce que l'Europe et Zelensky apparaissent très très loin. C'était ça, un peu, voilà, nous, entre grands, on va discuter, et puis vous êtes un peu à la table des enfants, en fait. C'est ça qu'a voulu dire Donald Trump. Et ensuite, là, je suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire de Marco Rubio, parce que Marco Rubio, quand il arrive, l'un des rares moments qu'on a pu glaner de la rencontre entre Trump et Poutine, il arrive et il dit, il va saluer Vladimir Poutine et il dit le t-shirt, marrant le t-shirt qu'avait Sergueï Lavrov. Et Poutine lui dit Sergueï est un impérialiste et tout le monde rigole. Donc je peux pas dire que Marco Rubio est l'orthodoxie des néoconservateurs qui vont non, il est le représentant du deep state d'avant que Donald Trump n'a pas pu éviter. Mais si vous voulez, il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Aujourd'hui, dimanche, il a fait le tour des plateaux pour vendre la proposition de paix de Donald Trump, pour vendre le fait que aujourd'hui on ne parle plus de cessez-le-feu, mais on parle de traitement global. C'est quand même un glissement considérable et beaucoup de cadeaux faits à Poutine. Et dernière chose, Poutine, dans l'avion qui le ramenait à Moscou, a signé un décret autorisant un certain nombre de compagnies occidentales à reprendre pied dans le gisement de pétrole Sakhalin 1 en Russie, et notamment ExxonMobil. Donc on est déjà dans une perspective de business entre la Russie et les États-Unis. Ça, c'est certain que ça va se poursuivre, et ça dépasse évidemment le cadre de l'Ukraine. Donc on a bien compris que Donald Trump n'est pas prêt à lâcher la relation qu'il est en train de construire avec la Russie. C'est une relation, appelons-la guerre froide 2.0 si on veut. C'est CCP URSS de Lavrov. C'était peut-être ça que ça voulait dire. Mais en tout cas, ça veut dire on s'entend, et puis les Européens, oui, vous arrivez après. Concernant les Européens et concernant en particulier Emmanuel Macron, hier il a fait preuve il s'est montré déterminé lorsqu'il s'est exprimé à Brégançon. Il souhaite taper du poing sur la table et afficher les exigences de la France, On l'écoutera justement dans un instant, Emmanuel Macron. Dans quelques heures, début de ces discussions à la Maison Blanche entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Les dirigeants européens, 6 dirigeants européens vont participer, alors pas à la première phase des discussions, mais vont ensuite intervenir. 6 dirigeants européens, Emmanuel Macron en fait partie, et puis ils seront également accompagnés par Ursula von der Leyen. Le président français qui s'est exprimé hier depuis le fort de Brégançon sur cette réunion, sur ces discussions, il insiste sur le fait qu'il veut afficher clairement les positions de l'Europe, défendre les intérêts de l'Europe et défendre les intérêts de l'Ukraine. Écoutez Emmanuel Macron. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix ? La réponse est non. Si vous voulez mon intime conviction, non. Est-ce que je pense que le président Trump veut la paix ? Oui. Donc voilà, Emmanuel Macron hier depuis le fort de Brégançon. Vladimir Poutine ne veut pas la paix, c'est ce qu'il dit. Donald Trump, oui. Est-ce que vous êtes du même avis que le président français, Elliot Maman ?
En tout cas, il y a quand même une légère défaite pour les Européens, puisque dans leur appel virtuel avec Donald Trump, lorsqu'ils s'étaient réunis à l'invitation de Friedrich Merz mercredi dernier, ils avaient réclamé que toute éventuelle discussion territoriale ne se fasse qu'à la suite de la signature d'un cessez-le-feu temporaire, condition que Donald Trump avait dit avoir accepté mercredi dernier et qui de toute évidence n'a pas été suivie des faits, puisque Donald Trump s'est désormais rallié à l'idée de Vladimir Poutine selon laquelle s'il devait y avoir un arrêt des combats sur le terrain, alors il devait s'agir d'une paix durable et non d'un cessez-le-feu qui permettrait d'avoir une accalmie au cours de négociations. Ce cessez-le-feu ne semble plus du tout à l'ordre du jour là. En tout cas, quand on écoute l'administration américaine, on n'en a en effet pas l'impression. Et donc, au vu de la configuration des choses, on comprend en effet pourquoi, dans cette conception, Emmanuel Macron tient le propos que vous venez de nous mentionner, puisqu'il y a eu un véritable recul. Et d'ailleurs, cela peut tout de même interroger sur le déroulé de la réunion de vendredi dernier de manière générale, puisque Vladimir Poutine est venu avec un objectif, être remis sur les devants de la scène diplomatique et convaincre Donald Trump qu'il n'était pas une bonne idée de faire précéder toute négociation de paix, d'avoir un cessez-le-feu momentané. Et de toute évidence, il a remporté ces deux conditions-là. Donc il y a quand même eu aussi une espèce d'asymétrie dans les attentes qui étaient exprimées par les États-Unis et les attentes qui étaient exprimées par la Russie. Et donc c'est aussi pour cela que Emmanuel Macron s'impose dans cette configuration-là. Et par ailleurs, la présence des alliés européens s'explique simplement par une dernière dimension, c'est que l'Allemagne et la France ont proposé que, en cas d'accord de paix, quel qu'il soit, cessez-le-feu momentané ou davantage, la France et l'Allemagne puissent envoyer des troupes qui feraient une espèce d'intermédiaire de maintien de la paix, qui est d'ailleurs une idée qui avait déjà été défendue par Emmanuel Macron depuis longtemps. Donc évidemment, on ne parle absolument pas de soldats français qui iraient combattre au nom de l'Ukraine, mais plutôt de missions de maintien de la paix comparables à ce qu'on peut voir dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde avec un succès plus ou moins affirmé, par exemple au Liban. Mais donc ça répond à votre question. Concernant toujours ces propos d'Emmanuel Macron, moi ce qui m'interroge, c'est le ton employé par le président de la République. Le président de la République qui, avec un ton très grave, encore une fois, appelait l'Europe à se préparer en insistant sur le fait que l'Europe n'était plus une terre de paix. Ce discours-là, on l'a entendu déjà ces derniers mois dans la bouche d'Emmanuel Macron, ce côté va-t-en-guerre du président français. Est-ce qu'on n'attend pas plutôt un discours d'apaisement de sa part ? C'est un petit peu le porte-à-faux dans lequel se trouvent les Européens aujourd'hui. C'est-à-dire que quand Donald Trump dit, quand Emmanuel Macron dit « je crois que Donald Trump veut authentiquement la paix », ça serait bien que lui aussi la souhaite. C'est-à-dire que le discours d'Emmanuel Macron est contraire aux intentions de Donald Trump d'apporter la paix à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il cherche quoi ? Il cherche à rentrer en guerre contre la Russie ? Non, mais je pense pas. C'est complètement illusoire. Et même bon, là où on se poser la question. Le vrai, je vais vous dire la vraie question qui se joue et qui va se jouer aujourd'hui, c'est que si Donald Trump n'obtient pas ce qu'il veut auprès de Volodymyr Zelensky, là clairement, je rajouterai une troisième victoire de Vladimir Poutine obtenue pendant ce sommet, c'est qu'on ne parle plus de sanctions contre la Russie. On ne parle même plus de sanctions contre l'Inde. Et comment Donald Trump avait imaginé doubler les tarifs douaniers contre l'Inde pour punir l'Inde d'écouler le pétrole russe. Alors Emmanuel Macron a parlé de sanctions contre la Russie lors de la réunion qu'il a eue en visioconférence avec les dirigeants européens mercredi après. C'était quand ? C'était ce week-end. Oui, mais si vous voulez, après. Si on arrive dans une situation où Donald Trump voit qu'il n'obtient pas de concession de la part de Volodymyr Zelensky, que Volodymyr Zelensky veut absolument pas céder sur la question territoriale, par exemple, eh bien, il est probablement... Il y a une hypothèse, c'est que les États-Unis lâchent l'affaire. Et si les États-Unis lâchent l'affaire, en termes militaires aujourd'hui, garde un minimum. L'Ukraine ne peut pas, l'Europe ne peut pas actuellement remplacer en termes de fourniture d'armes, en termes de fourniture de renseignements, en termes de co-gestion de la guerre, parce que c'est quand même ça qui s'est passé, et j'en réfère au papier du New York Times de juin dernier qui expliquait que la guerre a été menée de façon conjointe entre Américains et ukrainiens depuis la base de Wiesbaden en Allemagne. Et donc ça, c'est des réalités que l'Europe ne peut pas combler
ce vide. L'Europe peut apporter de l'argent, elle peut encore apporter du matériel, encore que si on en croit le off de la démission de Thierry, enfin de la fin de la fin du mandat de Thierry Burkhardt, le SEMA, c'est que les hangars sont vides. On a donné beaucoup et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire? Jusqu'à quand? Parce que tous les experts aujourd'hui sont d'accord sur le fait que à un moment donné, l'Europe va devoir discuter à nouveau avec la Russie. C'est pas possible autrement. D'une part, et surtout sur la question du front, parce que on a beaucoup parlé de cette percée qui a été faite dans la zone de d'Obropila et au nord-est de Pokrovsk. L'Ukraine a réussi à contenir cette percée, mais ce dont on s'est rendu compte pour la première fois peut-être de façon vraiment éclatante, c'est que quand l'Ukraine fait face à une percée des Russes, elle dégarnit son front et les Russes en profitent ailleurs. Ça veut dire que l'arrêt d'une offensive russe ne se fait qu'au détriment d'autres parties du front. Donc l'Ukraine perd à chaque fois du terrain. Et donc ça c'est significatif et c'est pas le matériel fourni par tous les Européens qui permettra de changer ça. Donc la vraie question elle est là. La perte des États-Unis dans cette histoire, elle est quasiment impossible. Sinon, l'Ukraine va se voir amputée de la partie est de son pays. Les Russes iront jusqu'au Dniepr et prendront encore plus de territoire. Et ça, Donald Trump l'a dit. Il l'a même écrit sur son réseau. Donc là, on est vraiment face à un enjeu, je pense, de taille qui est: est-ce que les États-Unis quittent ou quittent pas? S'ils quittent, ils n'abandonneront pas leur relation avec la Russie. On est passé dans un autre monde. Et je pense qu'on aurait vraiment tous intérêt à le comprendre, parce que j'ai l'impression, quand j'écoute Jean-Noël Barrot ou même Emmanuel Macron, qu'on est toujours à l'ère d'avant. J'ai toujours l'impression qu'on veut faire peur, en fait, on n'en a pas les moyens. Alors, il y en a un autre qui a clairement choisi son camp, c'est Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui a publié une note sur son blog après le sommet de vendredi en Alaska. Et il constate l'échec de la politique européenne pour l'Ukraine. Il présente aussi, c'est assez étrange, il présente aussi l'OTAN comme l'agresseur et promet qu'un gouvernement insoumis aura les mains libres pour engager tout autre chose, tout autrement, pour que la France puisse déployer son offre de non-alignement altermondialiste. Un mot d'abord sur cette note, Elliot Maman, du leader insoumis, qui se range clairement derrière Vladimir Poutine. Oui, ça ne fait en effet aucun doute. Par ailleurs, ça fait tout de même écho à un programme de la France Insoumise qui, depuis longtemps, sur la question de l'Alliance Atlantique, est extrêmement virulent. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a toujours joué d'une espèce d'ambiguïté de manière beaucoup moins habile que le Rassemblement national sur cette même question, entre une sortie qu'il proposerait de la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, voire de l'OTAN tout court. Et par exemple, Bastien Lachaud, vous savez, le député insoumis, avait déposé une proposition de loi il y a quelque temps qui, dans les faits, proposait que la France sorte uniquement, entre guillemets, du commandement militaire intégré de l'OTAN, mais qui, dans la rhétorique, entendait sortir de la France purement et simplement de l'OTAN. Donc on comprend bien qu'il y a une espèce d'ambiguïté sur la question qui est habilement entretenue, ou du moins qui est à dessein entretenue par la France Insoumise. Et là, en effet, ce texte est assez lunaire, d'autant que il espère présenter Vladimir Poutine comme une espèce d'allié des valeurs qui seraient celles que l'on se devrait de défendre. Or, et je ne suis pas sûr que Régis Le Sommier sera d'accord avec moi sur cette question-là, mais simplement, l'espace intellectuel russe est, depuis le 19e siècle, divisé entre occidentalistes et slavophiles. On avait de toute évidence un certain nombre de points communs avec les grands noms de la littérature occidentaliste, mais la Russie, sous Vladimir Poutine, a plutôt décidé de poursuivre une espèce de lien eurasiste et slavophile qui, à tous égards, est opposé aux valeurs libérales qui sont les nôtres. Donc je ne vois pas au nom de quoi Jean-Luc Mélenchon peut estimer que l'on se devrait d'avoir un quelconque rapprochement stratégique et intellectuel avec Vladimir Poutine et avec la Russie qu'il représente à l'heure actuelle. Donc c'est assez regrettable. Et par ailleurs, simplement un dernier mot pour rappeler que le Parti socialiste, qui est pourtant supposé être un grand nom de l'atlantisme en France, avait lui aussi cédé à un certain nombre de compromissions au nom d'alliance avec la France Insoumise, puisque le NFP l'an dernier reprenait précisément les positions de LFI sur la question des coopérations internationales et d'alliances transatlantiques, alors même que le Parti socialiste avait largement condamné la décision antérieure de gouvernement de droite de sortir la France du commandement militaire de l'OTAN. Donc c'est quand même étrange. Régis Le Sommier, Jean-Luc Mélenchon ne peut plus se cacher et dire qu'il n'est pas pro-russe après de tels propos. Et Jean-Luc Mélenchon, je pense, a à peu près
toujours dit ça, il me semble. Il n'y a pas d'inflexion il ne déclare pas sa flamme à Vladimir Poutine subitement. Enfin, il explique des choses. Alors, je vais certainement pas aussi loin que lui, mais en tout cas sur la question du fait que la guerre ne date pas de février 2022, c'est une évidence. Je crois qu'aujourd'hui, Donald Trump, plein d'autres savent que il y a eu une guerre dans le Donbass à partir de 2014 et que l'affaire du Maïdan n'est absolument pas claire. Il s'agit d'un coup d'État fomenté en partie par des intérêts américains, par des gens qui sont allés sur place, des Victoria Nuland, des John McCain, etc., qui ont souhaité justement cette éclosion d'une démocratie, etc., etc. Mais enfin, tout ça, c'est fait en parallèle avec l'installation de 14 bases de la CIA en Ukraine, le long de la frontière russe. C'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times. Donc là, encore une fois, on peut pas reprocher à Mélenchon voilà. C'est en revanche Emmanuel Macron qui pense qui est toujours sur la rhétorique de la guerre d'agression de 2022, comme quoi cette guerre serait une guerre impérialiste décidée par un Vladimir Poutine pour mettre la main sur son voisin. Non, c'est pas ça. Et on le voit bien, la question du Donbass, le fait que Vladimir Poutine s'accroche à cette histoire de Donbass et est même prêt à céder, à ne pas revendiquer le reste des deux oblasts du Sud, c'est qu'il y a quelque chose d'authentiquement russe dans cette histoire de Donbass, et on peut pas continuer à faire croire que il s'agit simplement d'un méchant russe contre un gentil ukrainien qui aurait été agressé. La guerre a été déclenchée par Vladimir Poutine. C'est clair que c'est une guerre. C'est la Russie qui engage les hostilités, mais la guerre, elle est larvée dans le Donbass depuis 2014. Elle a fait des milliers de morts depuis, des civils. Les troupes ukrainiennes ont bombardé les civils dans le Donbass. C'est une réalité. Il faut regarder les rapports de l'OSCE. Il y a plein de choses qui le disent. Or, tout ça, on n'en parlait pas. Donc, Jean-Luc Mélenchon explique que oui, là, pour le coup, il n'a pas tout à fait tort.